Oui, bah, écoutez, je suis vraiment désolée d'être à distance, même si je suis quelqu'un qui prône la distance. Rien ne vaut quand même les relations personnelles, hein, et heureusement que j'en connais beaucoup d'entre vous en Tunisie pour me sentir pas trop éloignée quand même, hein. En tout cas, c'est un plaisir et un honneur d'être à cette université d'été. Bravo pour le dispositif, hein, bravo pour l'avoir maintenu malgré la Covid. Euh, je vais essayer de lier un petit peu avec ce que j'ai entendu avant avec mes collègues Gabriella et Renaud, hein. Eux aussi, je suis désolée de pas les voir. Gabriella, la dernière fois qu'on s'est vu, je crois que c'était à Paris, au pied de l'UNESCO. Et évidemment, nous travaillons souvent ensemble avec nos collègues suédois, notamment dans un projet que j'ai mentionné tout à l'heure, parce que la Suède est un des pays pilotes, hein, en éducation aux médias, mais la France aussi, et bien entendu la Tunisie, qui a depuis très longtemps, hein, aussi adopté cette perspective globale, hein, et enveloppante, dans laquelle l'éducation aux médias est une forme de régulation. C'est peut-être la meilleure forme de régulation, désolé Nourri, hein, dans le sens où c'est la régulation des citoyens par eux-mêmes, qui leur permet d'avoir un regard critique sur les instances de régulation, comme l'AICA par exemple. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de vous dire. Alors, je vais essayer de partager mon écran parce que j'ai un petit PowerPoint, en espérant que vous allez le voir. Si vous voyez mon PowerPoint, C'est bon, oui, oui. c'est bon? Alors, malheureusement, il faut que je remonte. Attention les yeux, pas de panique. Euh, pour vous annoncer un petit peu le sommaire, hein, parce que je vais effectivement parler de désinformation, mais ensuite je vais très vite aller sur la Tunisie et vous faire le report d'une expérience que nous avons menée, hein, de formation en ligne, justement à cause de cette fameuse Covid. En faisant un zoom sur la désinformation à la demande des collègues tunisiens. Mais je ferai aussi un peu comme Renaud, hein, un petit retour sur ce que c'est que l'EMI et pourquoi ça compte, et pourquoi c'est légitime de nos jours, hein. Et puis ensuite, je ferai le zoom sur Jamil. Alors, c'est vrai que la désinformation, hein, je m'en suis rendu compte de manière un peu inattendue en faisant partie du groupe d'experts européens sur la désinformation en ligne. C'est pas simplement une menace contre les médias, hein, ou contre l'information en tant que telle et son intégrité, hein. C'est une menace contre la démocratie et ses institutions. Et c'est ce que montre la recherche, hein. J'ai travaillé à une sorte de compilation de beaucoup de recherches qui ont été faites sur le sujet des fake news. Et on se retrouve sur deux axes, hein. Un axe média, hein, la publicité, parce que les fake news profitent de la publicité, c'est ça qui les finance souvent, hein. Et ce sont des leviers d'influence et d'amplification, hein. Et puis de l'autre côté, ce que savent aussi très bien faire les médias, malheureusement, notamment les médias d'État ou les médias appartenant à des institutions, des entités, hein, c'est la propagande, hein. Voilà. Mais en termes sociétaux, ce que ça fait en termes de démocratie, hein, ça fait des choses pas très agréables, puisque ça polarise les populations, hein. On est sur vous contre nous, hein. On n'est pas du tout dans une logique inclusive d'essayer d'avoir un débat public contradictoire pour arriver ensuite à un consensus même mou, hein. Là, on est vraiment sur des extrêmes, hein. Et l'extrémisme, quand il va au bout, il peut radicaliser les personnes et vous savez que ça mène ensuite à des comportements hors médias, hein, des comportements dans la vie réelle qui peuvent être extrêmement violents. Et dont nous avons tous fait les frais récemment, hein. Voilà, donc c'est ce nœud-là, hein, qui est le nœud démocratique problématique de la désinformation. Alors du coup, en tant que chercheur toujours, hein, j'ai commencé exprès par la recherche pour vous montrer que l'éducation aux médias, sans la recherche, franchement, ça ne mène pas à grand-chose, hein, et qu'il faut absolument que les pratiques soient étayées par de la recherche. On en arrive à proposer une typologie, hein, de la désinformation qui montre qu'il y a en fait beaucoup de types d'infox, comme on dit en France pour créer ce nouveau mot et cette réalité nouvelle, hein. Ça va du piège à clic, hein, pour les médias, hein, qui en tirent du profit, hein, mais évidemment, dès qu'on est dans la propagande, hein, au complotisme et à l'extrémisme, hein, on est dans des éléments de politique où il y a de l'ingérence et
en termes de démocratie, parfois de la déstabilisation des pays. Sans compter, et c'est un peu la nouveauté aussi, que la société civile, les usagers, peuvent se retrouver eux-mêmes à créer des rumeurs, des légendes urbaines pour gagner en influence, en réputation. Donc on est vraiment dans un nœud comme ça, extrêmement complexe, et que l'éducation aux médias essaye de clarifier, de donner des pistes d'interprétation. Et en mettant justement la désinformation dans ce complexe qui est celui des désordres de l'information, avec les enjeux sociétaux que nous connaissons, et ça va de l'hygiène en ligne, de bien-être en ligne, à la vie privée, la sécurité et les éléments de citoyenneté. Et en plus, évidemment, pour la AIK et pour toutes les instances que nous sommes, le service public, entre autres, la protection quand même des plus jeunes. Donc là aussi, donner des cartes, visualiser, ne pas simplifier, mais en même temps clarifier. Je crois que c'est un des enjeux principaux de l'éducation aux médias. Et c'est pour ça que j'en viens à parler d'un deuxième curriculum, en fait, d'un deuxième programme d'apprentissage à côté de celui officiel de l'école, parce que l'éducation aux médias, elle n'est pas souvent dans l'école, elle se passe souvent à l'extérieur, comme par exemple dans des associations ou dans des médias eux-mêmes. On vient de voir l'exemple suédois. Et si on regarde les temps forts de l'EMI, je ne vais pas faire à nouveau l'historique de Renaud, même s'il était intéressant, on voit qu'on tombe dans les années les plus récentes, avec Je suis Charlie, en tout cas en France, mais aussi en Europe, et Cambridge Analytica, sur la radicalisation, la désinformation, et que tout d'un coup, on se retrouve en 2018 avec tout plein d'actions, la directive dont parlait Renaud, le RGPD, etc., etc., le plan d'action de l'Union européenne contre la désinformation, et l'UNESCO, tous les pays s'alignent et se suivent et s'appuient les uns les autres. Donc, on n'est pas seul en éducation aux médias. Mais pourquoi est-ce que mon écran bouge? Voilà, mon écran bouge à nouveau. Et on a effectivement un certain nombre de concepts clés, une épistémologie, où on retrouve notre axe politique ici et notre axe pédagogique ici, avec des mots-clés autour du pouvoir d'agir, de l'engagement, de la citoyenneté. Donc, c'est ces mots-là qu'on essaye de transformer en action, qui ensuite nous permettent de mettre en évidence des compétences en éducation aux médias, on l'a vu, analyser, comprendre, développer l'esprit critique à l'égard de la régulation, l'autorégulation des médias, décoder les malentendus interculturels, et puis récemment, on est obligé de rajouter lutter contre la désinformation. Donc, je vais nous mettre tout ça à côté, là. Je suis gênée par mon petit écran. Voilà. Et à nouveau, on essaye toujours, notamment à Savoir Devenir, de présenter les choses de manière la plus claire, la plus mémotechnique possible, les 7 C, compréhension, critique, créativité, citoyenneté, compétences interculturelles, conflit et résolution, consommation. Voilà. Donc, et le tout adossé à des valeurs, bien entendu, la plus classique étant la liberté d'expression, mais d'autres qui sont apparues depuis les années 2000, la vie privée, le respect de la personne, la sécurité de la personne, le droit à la participation et à l'éducation. Donc, c'est autour de ces 6, 7 valeurs que nous travaillons pour associer l'éducation aux médias aux droits de l'homme. Voilà. Et un certain nombre de thématiques qui sont maintenant les nôtres et qui font que notre champ est reconnaissable et qu'on sait qu'on fait de l'éducation et médias et pas de la langue tunisienne ou française ou de l'histoire. Ces thématiques-là sont stricto sensu, si je pourrais dire, de l'éducation aux médias. Donc, on se retrouve avec ce nœud de connaissances à partager, ce champ d'action à investir. Et cela a donné en Tunisie le projet Jamil, financé par l'AFD. Jamil, donc, qui a commencé l'année dernière avec pour but de promouvoir l'esprit critique et la résolution de conflits par l'éducation aux médias et installer un centre d'éducation aux médias pilote en Tunisie, avec le soutien de l'UNESCO. Dans les créations, donc, on a l'idée de créer un centre SMILE, il est en train de se faire à Tunis, avec des satellites dans les territoires,
dont les gouvernorats les plus pauvres, entre autres, pour ce projet. Et se focaliser en fait sur un des problèmes endémiques de l'éducation aux médias, qui est non pas le manque de ressources, on a vu avec la Suède qu'il y en a beaucoup et de qualité, mais qui est la formation de formateurs pour pouvoir monter à l'échelle, pour pouvoir créer de plus en plus de personnes capables de former d'autres personnes à l'éducation aux médias. Et donc, c'est de cette formation de formateurs, notamment le training of trainers, comme on dit, numéro 2, qui nous importe aujourd'hui parce qu'il a été fait à la demande des collègues tunisiens qui, après avoir été formés à l'éducation aux médias, comme je vous l'ai montré là, valeurs, compétences, etc., ont voulu faire un approfondissement sur la désinformation. On s'est adossé à d'autres actions, et c'est ça qui est intéressant dans ce projet, on s'est adossé à d'autres plateformes, d'autres partenaires déjà impliqués, donc par exemple la plateforme de cours massivement ouverts en ligne, qui est EcoLearning, qui produit des MOOC, dont un que j'ai produit il y a longtemps qui s'appelait le MOOC Do It Yourself EMI, faites-le vous-même l'éducation aux médias. Donc on s'est adossé à eux. Et on s'est adossé à un autre projet où les Suédois sont impliqués, qui était l'utilisation par les journalistes d'un outil qui s'appelle InVid pour vérifier les fausses vidéos et les fausses images. Et nous, c'était une façon d'intégrer ce projet dans le projet Jamil, et donc de plus en plus d'amener en Tunisie le nec plus ultra de ce qui se fait en ce moment dans la vérification et de transposer des compétences de journalistes, notamment en fact-checking, à des professionnels, des non-professionnels, des non-experts. C'était quand même ça l'enjeu. Voilà. Et c'est vrai que lorsque on a abordé cette idée de cette formation de formateur, on avait prévu de la faire en vérité, en réel, en IRL, comme on dit en ligne, in real life. Et on a été extrêmement embêtés parce que la Tunisie a été confinée pratiquement en même temps que la France, et donc on ne pouvait plus aller, venir, ni quoi que ce soit. D'où l'idée de passer à cette plateforme en ligne, ce qu'on caressait déjà dans le projet comme idée, mais qu'on allait faire à la 3e année pour laisser une ressource en ligne bien mise à jour à la disposition des membres du projet, même à la fin. Mais là, on s'est retrouvés à devoir anticiper. Et du coup, comme dans d'autres pays, on a bénéficié des avancées du e-learning et de la formation à distance pour essayer de voir si on pouvait le faire nous-mêmes. Voilà, donc on a transformé une formation de formateur qui devait avoir lieu en 4 jours en une formation de formateur à distance d'1 mois. Ça va? Vous tenez? Bon, via la plateforme. On a fait une interruption parce que du 25 au 31 mai, il y avait l'Aïd. Et je voulais vous dire que le mois qu'on a choisi, c'était le mois de mai, c'est-à-dire pendant le Ramadan, ce qui n'a pas beaucoup facilité les choses parce que les formateurs se retrouvaient en tant que parents à faire l'école à la maison, à travailler mari et femme sur le même ordinateur, etc., etc. Dieu merci, le en ligne a permis de travailler en désynchronisé. Les gens pouvaient travailler quand ils avaient l'ordinateur à leur disposition. On a fait 4 modules qui ont été ouverts dès le départ. Donc l'entièreté de la formation a été ouverte à tout le monde dès le départ pour que les gens puissent s'organiser justement selon leur disponibilité. Et puis, le but était aussi de faire des activités en ligne avec les jeunes, parce que la formation de formateur, ça implique d'avoir des activités avec les jeunes. Vous voyez un peu ce qu'on s'est mis comme difficulté. On a fait des quiz d'auto-évaluation, un quiz final noté et un questionnaire de satisfaction, qui faisait partie donc du package global. Voilà. Comme support de formation, donc la plateforme européenne EcoLearning, dont je vous ai parlé. Et puis, pour pouvoir animer, continuer à voir les gens, pour qu'ils puissent continuer à eux-mêmes à mettre en place des ateliers, on a pris l'application de vidéoconférence Zoom, sur laquelle nous sommes en ce moment. Et donc, ça a permis l'alternance de moments historiques, d'exercices pratiques, de consultations en ligne. Et le contenu, si vous voulez,
global du MOOC a été discuté avec tous les partenaires. Et voilà donc à quoi ça ressemblait. Il y a eu un module sur la désinformation, tout simplement la comprendre d'un point de vue théorique, pratique, les acteurs, les motivations, les ressorts, les risques. La vérification à maîtriser, puisque nous, on voulait donner une compétence de maîtrise des outils de vérification, notamment autour des sources primaires et secondaires, de l'approche traditionnelle de la vérification, comme on sait à peu près tous la faire. On va avoir les sources, mais on se rend compte que dans le numérique, ce n'est pas du tout ça. Et donc, c'est cette partie beaucoup plus numérique qu'on a mis en avant, notamment avec l'outil InVid. Et chaque fois, vous voyez, il y avait une étape EMI, éducation aux médias, et des ateliers clés en main, c'est-à-dire déjà tout fait, pour ceux qui ne se sentaient pas très en confort, des ateliers en mode créateur, pour qu'ils étaient beaucoup plus confortables, qui avaient déjà des idées à eux, etc. Et puis, un quiz à chaque fois. Donc là, c'était les 2 premiers modules, comprendre la désinformation, maîtriser la vérification. Mais la vraie démarche EMI, elle est là, elle est ici. Développer des stratégies de réfutation. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement de décoder et de décrypter, il faut pouvoir réagir en tant que citoyen. Il faut pouvoir créer du contre-discours ou créer ce qu'on a appelé de la résilience informationnelle. Il faut résister, ne pas se laisser juste prendre par la menace, mais avoir des moyens d'y réagir. Et donc, on a bien travaillé tous les écueils à éviter, comment construire la résilience. Et un dernier module était vraiment un module de pas à pas. On a appelé ce MOOC la désinformation pas à pas, d'accompagnement au montage de projets en éducation aux médias et à l'information. Voilà, avec des évaluations, la valorisation, etc. Vous voyez, pour que les collègues aient à la fois un approfondissement en désinformation et un approfondissement en accompagnement de projets. Et à la demande de tous, et à cause des circonstances, et l'éducation aux médias présente l'avantage de pouvoir s'adapter très vite aux circonstances, on a monté ensemble avec les formateurs un module spécifique dédié à la crise Covid-19 et à la désinformation liée à la crise Covid, qui était mis en place entièrement par les formateurs, avec des exemples locaux tunisiens, une base de données qui a été montée exprès pour le projet. Voilà, et vous voyez ici un peu tout le monde sur Zoom en train de discuter et de partager. Alors, un mois plus tard, les résultats, la distance, personne n'en avait beaucoup fait. La Covid empêchait les gens de se retrouver, même de se regrouper localement. Vous imaginez un peu les difficultés. Eh bien, les résultats nous ont agréablement surpris, puisque la moyenne, notamment en termes de compétences et de contenu, est bien au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire que sur 40, la moyenne était à 27, donc avec un très bon groupe de têtes qui avait bien compris. Le plus compliqué, ça a été bien sûr la réfutation, en partie parce que ça arrivait tard dans le processus. L'AID est arrivé à ce moment-là, les gens commençaient à être un peu fatigués. Et puis, c'est la partie la plus difficile éventuellement, parce qu'il y a tellement d'obstacles pour aller chercher les crédules que nous pensons qu'il va falloir là aussi qu'on fasse un deuxième module accès réfutation. C'est dans les clous. On a demandé évidemment aux personnes non seulement de répondre au quiz pour avoir donc des compétences de contenu, mais aussi des savoir-faire. Et ils ont dû monter des projets. Et vous voyez ici tous les projets qui ont été menés de formation en ligne avec les jeunes. En général, des séances à travers Zoom où on a vu des questions émerger, notamment l'angoisse et la peur des jeunes, toutes les émotions qu'ils ont eues en Tunisie à l'époque, qui étaient importantes. Quand on demande, donc dans les questionnaires de satisfaction, qu'en ont pensé les formateurs, et on en a formé 12, dont aucun n'a abandonné. Vous savez que dans les MOOC, la formation à distance, en général, le taux d'attrition est de 60%, 60-70%, c'est-à-dire qu'on aurait dû en garder que 2 ou 3 à la fin. On a gardé tout le monde, ce qui en soi est aussi la preuve de l'engagement du personnel tunisien sur ces sujets.
ils ont été extrêmement contents. Leurs objectifs ont été atteints, sauf peut-être un petit peu pour certains en animation et en scénarisation. Mais pour tout ce qui était le contenu sur la désinformation, il y a vraiment eu un très grand contentement. Hein. Les thématiques abordées ont toutes été estimées comme très intéressantes. Hein, vous voyez, que ce soit la fabrique de l'information, la désinformation, les motivations et les enjeux, la vérification, la réfutation. Hein. Donc, il y a vraiment eu un suivi considérable. Hein. Et ce que ça leur a apporté à eux en termes d'éducation aux médias et à l'information, ça apparaît aussi. Hein. Vous le voyez, pratiquement tout a été mis en avant, que ce soit acquérir des approches pédagogiques, des compétences, construire des projets avec la communauté, développer la créativité. Hein. Dans leur ensemble, hein, les personnels se sont sentis nourris hein, et encouragés à continuer. Hein. Et pour nous, la preuve de l'engagement, en fait, c'est la question qui tue à la fin. Hein. Seriez-vous prêt à faire une nouvelle formation Eh bien oui, hein, dans l'ensemble, forte mobilisation. Et donc, c'est un indicateur, là aussi, de réussite de la formation dans son ensemble. Alors, on en a fait, bien entendu, un certain nombre de débriefs ensuite. Hein. On voit bien qu'il y a eu des avancées. Hein. La formation à distance a plu. Donc, on a combiné, si vous voulez, une éducation aux médias à une éducation par les médias, hein, avec les médias à distance. Et donc, la mayonnaise a pris. Beaucoup d'entraide. Vraiment, ça nous a frappé. Beaucoup d'activités supplémentaires en ligne avec les jeunes. Les stagiaires ont demandé à ce que ça reste ouvert. Alors, nous avons ouvert pour eux le MOOC en ressources donc libres, non plus animées, commentées, hein, comme on le faisait 2-3 fois par semaine, mais pour qu'ils puissent retourner voir les informations, télécharger ce qu'ils veulent, etc. Le module sur la Covid-19 en Tunisie a répondu à des demandes réelles de réalité tunisienne. Alors, on voit bien que la réfutation, du côté des faiblesses, hein, la réfutation reste encore à travailler. On nous demande de mettre en ligne certains des travaux pour donner des idées. On nous demande une version en arabe du MOOC, ce qui sera sans doute fait maintenant qu'on l'a testé dans sa première version. Il y a encore des petites incompréhensions, des éléments qu'on va modifier. Hein. Et une grande demande d'une version papier, non pas du MOOC dans son entier, hein, mais une trentaine de pages pour garder cette ressource à disposition sous forme de livret. Hein. Et on voit bien la complémentarité ici entre le papier et le numérique. Et il vient après, ce qui est tout à fait dans la logique que nous développons, nous, l'éducation aux médias. Voilà. Et si on fait un petit peu le bilan, hein, on voit bien qu'il faut donner plus de temps, même avec un mois. Hein, c'était très riche, donc ils n'ont pas pu tout exploiter. Hein. Éviter, nous ont-ils dit de manière drôlatique, le ramadan. Ça, si on avait pu, on l'aurait fait. Se poser la question de créer d'autres formateurs, hein, et puis la certification. Hein. Nous avons pu délivrer un badge qui est, qui a beaucoup plu. Hein. Dès qu'ils l'ont reçu, ils ont tout de suite mis ça sur leur compte Facebook. Hein. Je suis officiellement une formatrice, etc. Donc, on va continuer la certification parce que c'est une bonne motivation. Et donc, ça nous donne, hein, à nous, des objectifs de nouveau de plus en plus clairs. Hein. Mettre les formateurs en action, fournir un argumentaire raisonné pour ce deuxième curriculum, pour pouvoir le porter vers les politiques publiques, créer de la résilience informationnelle, hein, et être capable de porter, de cadrer des projets de MI et d'inventer une collaboration réfléchie avec les différents acteurs. Hein. Et là, nous sommes très reconnaissants à l'AECA et à Nouri particulièrement, hein, qui a bien voulu faire venir et intervenir hein, des stagiaires et des jeunes hein, qui ont été formés en EMI dans le cadre de cette université et d'autres actions qui vont être menées. Hein. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Les ressources, vous pouvez les trouver sur notre site, hein, le site de savoirdevenir.net. Il y a notamment un autre projet qu'on a amené, qui est le projet Inédu, hein, où on a mis en place 10 cours, 10 leçons, hein, littéralement, sur les thématiques dont je vous ai parlé, l'éducation aux médias. Il y a ce guide, il y a l'AEMI qui existe en tunisien et en français. Et je voulais vous signaler un ouvrage que je viens de sortir, que je viens de sortir avec mes collègues. Pourquoi est-ce que je suis sortie de mon panorama?
un ouvrage, désolée pour les yeux là, dont je voudrais faire la publicité parce qu'il ne me concerne pas que moi. Il concerne mes collègues, environ 120 collègues de l'ONG AIERI, hein. L'ONG était chercheur en infocom, notamment Sirkku Kotilainen de la Finlande, Manisha Pathak d'Inde, Michael Oshman et Stuart Pons du Canada, hein, qui ont, avec moi, coédité ce livre avec une cinquantaine de chapitres qui fait le point sur toute la recherche en éducation aux médias. Voilà, hein. Et donc c'est là-dessus que je voulais m'arrêter. On continue, la recherche, la pratique et la théorie, ça va ensemble. Et ensemble, on va bien entendu créer une citoyenneté numérique digne de ce nom. Merci de votre attention.